Merci beaucoup d'être là ce matin. Bonjour Hubert Védrine. Merci beaucoup. Vous êtes donc ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez beaucoup de postes officiels. Vous êtes essayiste et vous avez récemment, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, écrit un livre plus léger que ceux auxquels vous êtes habitués, qui est consacré avec votre fils à Ulrich. Ulrich, c'est bien le colonel avec la petite moustache dans Black et Mortimer. Oui, c'est le méchant de Black et Mortimer. Voilà, vous me direz pourquoi ce personnage vous a fasciné. Peut-être qu'il vous raconte, il vous rappelle quelqu'un dans l'histoire que vous avez côtoyé. Hubert Védrine, nous sommes demain donc, ça, tout le monde le sait, le 9 novembre 2019, 30 ans jour pour jour après ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin. Flashback, 1989, le 9 novembre, vous êtes porte-parole de François Mitterrand qui a été réélu une année juste avant. Comment vous l'apprenez là? Sinon, la chute du mur, ce qui se passe à Berlin. Je ne me rappelle plus, mais aussi extraordinaire que ça puisse paraître pour les gens de maintenant, c'est qu'on était tellement dans le processus de l'affaiblissement de l'URSS et de la désagrégation de l'URSS qui allait entraîner la réunification. La réunification, c'est un sous-produit de l'affaiblissement de l'URSS. Ce n'est pas un mouvement spécifiquement allemand, en fait. Tout ça a commencé des années avant. Déjà, François Mitterrand et Helmut Schmidt avaient parlé de l'affaiblissement de l'URSS en octobre 81, à Latch, en disant dans quelques années, l'URSS ne pourra plus empêcher la réunification. Donc on vit dans cette atmosphère, et l'accélération spectaculaire, très émouvante pour les Berlinois, de ce phénomène qui fait que le mur n'a pas chuté, il n'a pas été abattu à coups de pioche, contrairement à ce qu'on raconte, il a été ouvert par les autorités de Berlin-Est, complètement dépassé par les événements. C'est une accélération extraordinaire. Même Helmut Kohl, le chancelier allemand, ne croyait pas que c'était atteignable, la réunification. Il a attendu encore 15 jours après l'ouverture du mur pour faire le fameux discours, le plan en 10 points, parlant d'une perspective. Et encore, il voyait ça sur les années, en fait. Ça s'est accéléré après. Mais il n'empêche que tous les dirigeants occidentaux et soviétiques de l'époque raisonnaient déjà en termes de fin de l'URSS, donc réunification, comment on organise ça. Personne ne se posait des questions débiles du genre est-ce qu'on est pour ou contre. La seule question, c'était comment on organise ça pour que ça se passe bien. On va d'ailleurs en parler. Donc il y a une disproportion tout à fait comique entre le souvenir collectif des décideurs. Émotion collective. Oui, bien sûr. On est dans une époque visuelle, donc d'émotion. Voilà, et les gens voient les images, les gens croient que le mur a été abattu à coups de pioche. C'est pas du tout l'histoire, en fait. Il n'empêche qu'on voit ces Allemands de l'Est passer ce mur, abattu ou pas, tombé ou pas. Et là, il y a comme une espèce d'immense espoir, c'est la liberté. Attendez, c'est autre chose, ça, c'est la surinterprétation après, ça. Puis c'est la vision Fukuyama. Non, pas sur le coup, puisque l'URSS... Il y a des embouteillages avec leurs petites voitures, là, les Trabants, et ils passent à Berlin, Madame Merkel raconte, elle était à l'ouest, elle a été manger un éclair au chocolat, elle est rentrée. Et elle est revenue. Bon, voilà, elle est revenue. De toute façon, l'URSS est encore là pendant 2 ans. Si vous interrogiez un Polonais ce matin, mais ça a commencé bien avant. Oui, mais Hubert Védrine, là où je me permets de vous interrompre, c'est qu'il y a beaucoup, alors peut-être qu'il surinterprète, comme il y a beaucoup de gens qui disent, mais on ne pensait pas de notre vivant voir le mur tomber. Il nous paraissait être là, sinon pour l'éternité, au moins de notre vivant. Donc c'est quand même un événement historique majeur. Non, mais c'est une émotion énorme pour les gens qui disent ça. Mais pour les décideurs à l'œuvre, c'est pas du tout le cas. Les Hongrois, par exemple, ils ont ouvert le rideau de fer plusieurs mois avant. Absolument. Les Allemands de l'Est pouvaient déjà partir par la Hongrie, la Tchécoslovaquie. C'est un phénomène sur plusieurs années. L'URSS avait déjà été mortellement affaiblie en allant bêtement en Afghanistan. C'est toutes les années 80, ça. Vous avez raison. On est en 89. Donc, en termes d'émotion, vous avez raison. C'est sur le plan berlinois, on va dire, sur le plan allemand, c'est très important. Mais en termes de relations internationales, c'est pas le début du processus. C'est pas la fin, puisqu'il y a encore l'URSS pendant 2 ans. Donc il faut remettre les choses à leur place sans négliger l'émotion, naturellement. C'est la conséquence de la désintégration du bloc soviétique et non pas la cause. Et par ailleurs, il y a un homme quand même qui est décisif dans cette affaire. C'est Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev, vous l'avez connu, il est à la tête de l'URSS depuis 1985. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Il est celui qui a permis la libération des peuples. Il a décidé. L'idée que l'URSS s'affaiblissait, elle préexistait à l'arrivée de Gorbatchev, puisque Mitterrand pensait déjà ça en 80 et 81, et plein d'autres dirigeants aussi, en fait. Mais quand Gorbatchev arrive en 85, Mitterrand, et par ailleurs Mme Thatcher, voit tout de suite qu'il est vraiment différent, qu'il ne va vraiment pas être comme les dirigeants d'avant, et assez vite, il dit aux dirigeants communistes d'Europe de l'Est, pas Pays-Baltes et Caucase, parce qu'il espérait garder l'URSS, mais il dit aux autres, je n'emploierai jamais la force pour défendre vos régimes.
86, 87, 88. Ils ne le croient pas. Eh oui. Et il y a encore à l'époque 300 ou 400 000 soldats soviétiques en Allemagne de l'Est. Les dirigeants ne le croient pas, mais en fait, ce sont des morts vivants. Ils ont des raisons de ne pas le croire, parce qu'ils ont vécu des invasions, en tout cas des interventions militaires soviétiques, quand il y avait effectivement des tentatives de se libérer. Donc ils n'y croient pas. Et même en Pologne en 81, Jaruzelski, que maintenant les anciens opposants respectent plutôt, a été obligé de décréter l'état de guerre interne pour empêcher l'invasion à l'ancienne. Bon, donc les gars ne le croient pas. Gorbatchev continue, mais c'est des régimes morts-vivants déjà. Déjà plusieurs années avant l'accélération spectaculaire et émouvante de l'affaire du mur. Vous voyez. Donc tous les décideurs, je ne parle pas de l'émotion légitime des gens, mais les décideurs sont dans l'après, en fait. Comment on s'organise pour gérer ça? C'est ça qui est le plus important. Comment on va gérer la réunification, la fin de l'URSS, etc. Alors la fin de l'URSS, on s'arrête quelques instants, on n'a pas le le temps après, pour faire l'histoire. La fin de l'URSS. Mais donc 2 ans après, la Russie se retrouve dépouillée de son empire, de ses anciens satellites. Elle est affaiblie, elle est méprisée. Pas uniquement les satellites. Elle est un peu oubliée. Parce que, alors les satellites, mais elle perd aussi les pays baltes, qu'elle avait incorporés de force, les pays du Caucase, puisque c'est l'ensemble des pays membres de l'URSS, pas les démocraties populaires, mais de l'URSS. Il y a le signe en tête pour la Russie, mais aussi les Biélorusses, les Ukrainiens, qui font disparaître l'URSS. Donc il n'y a plus que la Russie réduite. Et là, on sous-traite la Russie. Oui. Est-ce qu'on fait, parce qu'il y a certains qui font la comparaison avec le traitement qu'on a réservé aux Allemands en 1917. C'est peut-être un peu excessif, mais est-ce qu'il y a un peu de ça dans l'erreur qui a été commise par les Occidentaux à l'époque de sous-traiter la Russie? Alors, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les Occidentaux n'ont pas été intelligents avec la Russie au début, dans les premiers et deuxièmes mandats de Poutine. Mais on ne va pas comparer au traité de Versailles quand même. Mais ce n'est pas non plus aussi intelligent qu'en 1945. En gros, on dit la Russie, ils sont vaincus, on s'en fiche, c'est un pays de seconde zone, et on n'a aucune précaution à prendre avec eux. Et chaque fois que Poutine fait des ouvertures, notamment après le 11 septembre par exemple, dans les 2 premiers mandats, il est traité avec désinvolture, et la machinerie américaine qui est triomphaliste à l'époque, c'est l'époque où j'ai lancé le mot d'hyperpuissance, ils n'ont qu'une idée, c'est d'élargir l'OTAN partout, y compris à l'Ukraine, ce qui est un problème compliqué, ce qui finira par provoquer dans le 3e mandat de Poutine la réaction que l'on sait sur Ukraine, Crimée, etc. Donc il y a une espèce d'arrogance occidentale, un peu bête en même temps, alors que pendant les 20 à 30 dernières années de la guerre froide, il y avait, par réalisme, Kissinger rien, il y avait des vraies négociations avec l'URSS, et on n'a pas du tout cherché à négocier quoi que ce soit avec la Russie après. Alors ça a fini par provoquer, entre autres, la Russie d'aujourd'hui, qui est redevenue quand même très nationaliste. C'est de là. Donc il y a beaucoup d'erreurs. Il y a des erreurs russes, il y a des erreurs russes, il y a des provocations russes, il y a un rôle abusif des services de sécurité, mais il n'empêche qu'autant la fin de l'URSS et la réunification allemande ont été, je crois, très très bien gérées collectivement. La suite, non. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Alors, il y en a qui n'ont pas le même regard que vous sur l'intelligence de la négociation de l'après. Le Monde diplomatique a publié un papier cette semaine titré « L'Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ». Et Jean-Luc Mélenchon, leader de France Insoumise, a applaudi sur Twitter. Voilà, on peut le voir là. Enfin, le mot juste, annexion, pour nommer ce qui s'est passé il y a 30 ans. Oui, ça c'est un débat entre Allemands, ça, qui existe depuis le début. C'est un débat aussi. Est-ce que c'est quoi? C'est de la nostalgie de la part d'un Jean-Luc Mélenchon et d'autres de considérer que l'Allemagne de l'Ouest s'est imposée à l'Allemagne de l'Est, l'a écrasée, l'a dominée, l'a colonisée. C'est ça que ça veut dire. Mélenchon, c'est du mélenchonisme, c'est autre chose. Mais il y a un débat qui existe. Je vous interromps là-dessus, c'est quoi? Oui. Non, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un débat en Allemagne, entre Allemands. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement minoritaire, mais de gauche radicale, Die Linke, qui considère que ce n'est pas une vraie réunification, que l'Allemagne de l'Ouest, qui était 10 fois plus forte, plus développée, en dépit de la décision politique de Kohl de considérer que le marque de l'Est valait le marque de l'Ouest, ce n'était pas vrai économiquement, c'était nécessaire politiquement. Alors après, le rapport de force a joué, c'est-à-dire que l'économie ouest-allemande a absorbé tout ça. Bon. Donc il y a des gens à l'Est, alors soit très à gauche, qui sont nostalgiques un peu du communisme est-allemand, ou alors à l'extrême droite maintenant, en tout cas ce qu'on appelle le populisme, mot fourre-tout, qui conteste ça. Mais cela dit, l'unité italienne, ça remonte à quoi, 150 ans. Bon, et quel est l'écart entre le nord et le sud, voyez?
Ouais. Donc il y a des procès, il n'y a aucune Donc, vous raison. trouvez que c'est un mauvais procès et que, mais en revanche, Non, mais les Allemands, qui nourrit la contestation les Allemands ont le droit d'en parler entre eux. politique allemande. Mais arrive avec nos gros sabots là-dedans, à l'extérieur, c'est une affaire germano-allemande, la relation entre l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est d'avant. Donc vous conseillez qu'on ne s'en mêle pas, hein? Qu'on soit plus modéré, plus responsable, qu'on ne fasse pas les malins sur le sujet, etc. etc. Tous les pays d'Europe ont des problèmes de décalage. Regardez le décalage dans l'affaire du Brexit entre le vote de Londres et le vote d'à peu près toutes les campagnes anglaises. Voilà, remettre ça en perspective. Le capitalisme, on revient quand même à cette époque. Le capitalisme, à ce moment, croit-on en tout cas, enfin c'est factuel, gagne face au communisme. Et on pense que c'est un monde de liberté, d'un monde de bonheur avec ce modèle occidental qui va s'imposer dans tous ces pays qui étaient sous le joug soviétique. On s'aperçoit aujourd'hui, des années après, qu'en réalité, c'est plutôt la mondialisation, non, qui s'est imposée plutôt que le modèle occidental tout à fait prospère et heureux. Non, c'est la même chose. D'abord, c'est pas le capitalisme, c'est l'Occident plutôt. C'est l'Occident qui dit on a gagné, les autres pays ne comptent plus. C'est la fin de l'histoire, faute de combattants, parce que tout le monde est d'accord sur nos valeurs universelles. Et donc, c'est notre puissance qui va s'imposer partout. Bon, avec l'interprétation ultra-optimiste, très, très impériale du côté américain, très, très, très naïve du côté européen. Je dis souvent, les Européens se sont crus dans le monde des bisounours, alors qu'ils sont dans Jurassic Park, et on le voit mieux maintenant. Bon, ça, c'est la mondialisation occidentalo-américaine. Et puis, au bout d'un certain nombre de décennies, on voit que les classes populaires des pays occidentaux, mais pas qu'européens, décrochent en disant mais c'est pas bon pour nous, en réalité c'est bon que pour les Chinois, les classes moyennes, et sinon on ne peut pas comprendre le vote Trump, le vote Brexit, les votes italiens, la Hongrie, la remontée de la droite extrême dans l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est un phénomène général, ça. C'est vrai qu'il y a un décalage entre l'illusion et la prétention et ce qui s'est passé, et là où on disait l'histoire est terminée, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Parce que l'ensemble des pays émergents, alors il y a la colossale Chine en tête, mais il y a des dizaines de pays émergents, notamment tous les anciens pays colonisés pendant deux ou trois siècles. Et c'est ça le monde réel. Et c'est une foire d'empoigne, en réalité. Donc c'est vrai que c'est très très différent des illusions occidentales de l'époque. Oui, mais on ne dirait pas ça si on était chinois, parce que ils ont eu moins d'illusions. Si on était au Zimbabwe, ou au Laos ou au Pérou, il n'y a pas ce genre d'illusions. Mais je parle de la nôtre, en tout cas, de notre effet, pas de loupe, ou en tout cas, on s'est un peu trompé sur... on a beaucoup de désillusions, disons, par rapport à ce qui s'est passé et ce monde qui devait s'imposer. Donc c'est inquiétant pour les Occidentaux. Et donc c'est très inquiétant. C'est vexant pour les Américains, c'est angoissant pour les Européens, qui croient toujours qu'il y a une communauté internationale. Et une communauté de valeurs. Et en réalité, c'est un peu le sens de l'interview à Fleuve qu'a donné Emmanuel Macron à The Economist, dont on a parlé hier. On va parler de l'OTAN parce qu'il a mis un peu les pieds dans le plat. Mais sur l'Europe, il est quand même extrêmement sombre. L'Europe, elle perd le fil de son histoire. L'Amérique la lâche, je traduis, hein. La Chine la marginalise. Et tout cela conduira à la fragilité extraordinaire de l'Europe qui, si elle ne se pense pas comme puissance, disparaîtra. Mais il a raison. Hein. Il est védriniste. On ne cherche à rien récupérer. Puis d'autres le pensent indépendamment de moi. Bon, ça. Non, mais il a raison. Mais il faut bien avoir en tête que l'Europe, d'après la guerre, a été construite sous la protection américaine, face à Staline. Tant mieux, hein, en termes de rapport de force. Mais il n'y a pas la puissance dans l'ADN de l'Europe. Elle n'a jamais été conçue pour ça. Les fameux pères fondateurs... Alors, elle a des valeurs, elle n'a pas de puissance. Elle avait des valeurs, elle est très attachée à ses valeurs. Quand elle parle d'universalisme, c'est parce qu'elle veut projeter ses valeurs sur l'univers. Ouais. Mais si le reste de l'univers commence à dire « je m'en fiche », elle est désemparée par rapport à ça. Et devenir quand même, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, si l'Europe ne devient pas une puissance, elle sera donc impuissante, aurait dit la palisse, et dépendante des décisions de l'ensemble des autres, qui savent très bien ce qu'ils veulent. Les puissances légales, illégales, amies ou ennemies, ils savent ce qu'ils veulent. Donc il faut réveiller. Et moi, je trouve le président Macron courage. D'abord, je pense qu'il a raison, sur le fond. Là-dessus, comme sur l'OTAN, il dit la vérité. On sent que c'est quelqu'un qui a fait des efforts énormes depuis plus de 2 ans maintenant pour éveiller cet esprit chez les autres Européens. Vous voulez dire, c'est successif. Ces initiatives, ces prises de position. Ouais. Et il voit une espèce de résistance apathique gigantesque. Ça marche pas. On va vous le dire, ça ne marche pas. Il prêche dans le désert. C'est quand même un problème pour lui. L'Allemagne est complètement tétanisée par son passé. Or, elle bloque tout. Elle est au centre du jeu.
C'est pour ça qu'elle ne veut pas tellement de réformes en Europe, parce que la situation actuelle est optimum pour elle. C'est une puissance de statu quo, en fait. Ouais. Donc Emmanuel Macron, je sens, enfin je ne sais pas, j'interprète, il veut passer à la vitesse au-dessus, commencer à dire des vérités. Alors, une des vérités qu'il dit, pardon, c'est l'OTAN est en état de mort cérébrale. Manifestement, il a été ulcéré par le fait que la Turquie bombarde nos alliés contre Daesh en Syrie, en même temps que Trump lui ouvrait la porte à la Turquie. Il dit, bon voilà, on voit bien, nos partenaires ne nous ont même pas prévenus, même pas concertés, mort cérébrale. Elle n'était pas contente, Merkel. Hein. Elle a dit que c'était un propos intempestif, c'est-à-dire qui tombe très mal. C'est normal, ça la dérange compte tenu de sa politique qui est une politique d'immobilisme sur tous les sujets. En plus, elle a fait une conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN. Ouais. Donc elle ne peut pas dire autre chose à chaud. Mais c'est un problème pour nous qu'elle ait dit ça ou pas? Non, peu importe. Non, si, c'est dans mais il faut pas... la relation franco-allemande. Non, mais il ne faut pas être... la relation franco-allemande, la France et l'Allemagne sont en désaccord sur 36 sujets. Bon, il ne faut pas être conjoncturel là-dessus. Il y a un doute sur la crédibilité de la garantie américaine depuis des décennies. Le fameux article 5, qui est le cœur du traité. C'est pas Trump, c'est bien avant. Bien avant. Quand les Américains, dans les années 60, ont inventé la riposte graduée, Flexible Response, auquel De Gaulle s'opposait tant qu'il était là. C'était pour ne pas être engagé en première ligne dans un combat pour l'Europe. Donc c'était déjà un retrait. Et depuis, il y a un doute lancinant chez les Européens. Est-ce qu'on est vraiment protégé ? Mais ils n'osent pas le dire, parce qu'ils n'ont pas de solution de remplacement. Ils veulent garder l'OTAN. Ils veulent garder absolument l'OTAN, ils veulent garder l'Alliance. Et on rappelle l'Alliance Atlantique. Même si c'est un leurre. C'est pour ça que ce qu'il faut souhaiter, c'est que la franchise décapante et je pense constructive du président Macron entraîne un éveil que les autres ne puissent plus dire. Mais pour faire quoi ? Pour faire quoi une Europe de la défense dont on parle depuis 30 ans et qui n'émerge pas? Oui, mais vous finalement, êtes bien placé pour le savoir quand vous étiez... D'accord, mais il faut bien, oui, bien sûr, mais il faut bien qu'il y ait un déblocage à un moment donné. Je pense que ce qu'espère le président Macron, c'est justement devant la réalité incontestable, mise en valeur de façon caricaturale par l'impuissance des autres face au comportement turc, et ça s'ajoute à 36 autres problèmes. Hein. Bon, à quoi sert l'OTAN demain? Bon, on ne va pas convaincre les autres Européens d'abandonner l'Alliance, mais on peut les convaincre de bouger enfin pour constituer un pôle européen de défense qui est formellement, globalement dans l'Alliance que les autres veulent garder, mais qui en tout cas n'empêche pas les Européens de faire plus ensemble. Madame Merkel avait dit beaucoup mieux il y a 2 ans, après avoir vu Trump la première fois, elle était épouvantée, elle a dit on ne peut plus vraiment compter sur eux, donc il faut s'organiser mieux entre nous. Ben voilà, c'est le moment. Il faut passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Il est seul quand même, Emmanuel Macron, en Europe. Il est seul, mais il peut déclencher quelque chose. Non, mais est-ce que sa solitude vous frappe? Elle est frappante, enfin le décalage est frappant entre la justesse de ses propos et puis la masse apathique des autres Européens, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Ce n'est pas une raison pour le critiquer dans cette tentative, voyez. Donc il faut espérer que ça enclenche quelque chose. Et si l'Allemagne bloque trop, il faut éveiller cette idée nouvelle avec d'autres Européens. Lesquels? Tous les autres. Oui, alors les Anglais ne seront plus européens. Non, les Anglais vont sortir peut-être malheureusement de l'Union européenne, mais les questions de défense ne sont pas dans la compétence de l'Union. Donc on peut compter sur une puissance militaire des Britanniques pour nous aider à nous armer, nous les Européens, face à tous les géants. Il y a un traité. Non, mais il ne s'agit pas de faire la guerre avec quelque chose. Non, que l'Europe soit une puissance respectée des autres. Il y a un traité bilatéral franco-britannique, le traité de Lancaster House, qui existe toujours. C'est un traité bilatéral de défense. Donc on peut tout à fait il faut le réactiver. Le garder, le poursuivre. On peut peut-être mettre l'Allemagne, si elle acceptait enfin de prendre ses responsabilités, la Pologne, l'Italie, qui on veut. Donc c'est un moment. Enfin, je trouve ça mieux de dire la vérité, même si elle est troublante. Parce que sinon, c'est quoi l'autre option? En effet, l'apathie, le renoncement, rien. Voilà. Donc c'est bien. Plutôt dire, quitte à fâcher, que de se taire. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron pour son initiative. Juste Ulrich, donc, vous écrivez un livre avec votre fils, on a quelques secondes, mais il a une petite moustache, c'est le méchant dans Black et Mortimer. Et vous y pensez à qui? Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce personnage? Vous y avez consacré un livre chez Fayard, je crois. Mon fils Laurent et moi, on a écrit la biographie du personnage qui a inspiré le génial Jacobs, qui est l'auteur de Black et Mortimer. Voilà. En fait, l'auteur. Voilà. Il vous fait penser à qui? Un personnage historique? Non, il n'y a pas de comparaison. Et puis, on ne voit pas ce genre de... Ulrich, dans les sommets internationaux, ils sont en dessous, vous voyez. Donc, on fait la biographie non autorisée, ce qui fait qu'on retraverse le XXe siècle.
Mais nous, on parle du 21e, là, maintenant. Merci Hubert Védrine d'avoir été ce matin sur le plateau d'LCI.